que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse, à chaque moment, quand il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec la sagesse. Au lieu de sortir de place publique, soyons sincères envers les autres. Puisqu'il y aura des problèmes, nous avons l'expérience. À chaque moment, quand il y a un grand nombre qui s'ajoute dans une organisation, c'est à ce moment-là que les problèmes aussi s'ajoutent. Privilégions les dialogues parmi nous. Ayons l'esprit de pardon. Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Faisons un effort pour se supporter mutuellement. Il n'y a pas de saint. Quand certains veulent rejoindre l'union sacrée, qu'on ne tienne pas les discours, lui c'est un tel. Non. Le chef de l'État a besoin de tout le monde pour ce pays et pour le développement du Grand Congo. Je dis plus de Notre métier de chevalier de la plume nous oblige de ne laisser aucun fait, aucun événement sans y prêter attention, sans les livrer dans l'intelligence des intelligents pour commenter, pour décrypter, pour analyser. C'est pourquoi nous sommes encore ici, une fois de plus, pour partager ces plateaux avec un invité de taille. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la place à l'invité d'aujourd'hui qui reçoit pour vous, Monsieur Xavier Maloutama. C'est un nom qui est connu parce que c'est un visage qui a la coutume des médias. Pour rappel, il est secrétaire général adjoint chargé de la communication du parti politique Action du Peuple pour la démocratie. Il est en même temps porte-parole du parti et conseiller spécial du président national, ce président national que nous allons découvrir lors du développement de notre émission. Ensemble avec vous, mesdames, messieurs, nous recevons Xavier Maloutama. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je n'ai jamais compris pourquoi vous avez pris autant de temps à m'inviter sur votre plateau. Aujourd'hui, c'est chose faite et je m'en réjouis. Très bien. Nous avons voulu vous recevoir parce que nous vous avons suivi sur d'autres plateaux, même sur les réseaux sociaux. Vos réflexions, vos analyses nous intéressent. Alors, nous avons voulu vous mettre face à la population congolaise afin que vous puissiez une fois encore analyser devant leur curiosité. Alors, je vous reçois en tant que secrétaire général d'un parti politique en abrégé ADPD. C'est quoi ce parti? L'ADPD, c'est l'Action du Peuple pour la démocratie. C'est une machine politique, une machine idéologique qui regorge en son sein de hauts cadres de la politique congolaise. C'est un parti politique qui vient d'adhérer à l'Union sacrée, qui a signé la charte. C'est un parti politique qui prépare également la sortie officielle le 29 de ce mois, donc le samedi prochain, au stade de Martyrs, de l'Union sacrée de la nation, qui est une plateforme politique et électorale qui a l'ambition et l'objectif de soutenir la candidature du président de la République lorsqu'il y aura élection dans ce pays. Alors, parlons un peu du parti. C'est un nouveau parti, n'est-ce pas? Nouveau, je préfère dire que c'est un jeune parti. Un jeune parti. C'est qui le visionnaire? Le visionnaire de notre parti, c'est M. Johnny Luboya Mukadi Kaba. C'est un personnage qui a toujours baigné dans les méandres de la politique congolaise depuis plusieurs décennies. Pour la petite histoire, il est le petit frère biologique du feu Christian Badibangi, d'heureuse mémoire pour notre pays. J'en profite au passage pour saluer sa mémoire parce que c'est un grand homme qui a rendu des grands services à ce pays.
Et en fait, Johnny Luboya Mukadikaba est donc son petit frère biologique. Et il a été pendant des années l'homme de l'ombre de son grand frère. Il fut son conseiller politique, il fut son chargé de mission, il a occupé beaucoup de fonctions exécutives autour de son grand frère, et ce fut pour lui également, je ne vais pas dire une école, mais un cursus politique, car à ce titre, il a eu à faire beaucoup de choses, à rendre beaucoup de services à notre République. Les partis politiques dans notre pays s'identifient aussi par rapport à l'image, surtout des marques, de leurs initiateurs, visionnaires ou autorités morales. C'est quoi la moralité de Johnny Luboya? Les valeurs que notre parti prône de par la vision de son autorité morale, le président national Johnny Luboya, c'est la démocratie. En fait, ce qu'il faut savoir, il faut revenir en fait aux origines du combat politique qu'il a mené aux côtés de son grand frère Christian Madibangi, cet homme qui n'a eu de cesse de citer son propre nom, surtout quand il est sur des plateaux de télévision. Il sort deux phrases et puis il dit Madibangi. Ça, c'est quelque chose qui lui colle. J'ai beaucoup aimé cet aîné. Que son âme repose en paix. Oui, c'est peut-être la part des grandes intelligences. Vous savez, il faut reconnaître le droit aux grandes intelligences d'avoir certains caprices, comme ceux de parler d'eux-mêmes à la troisième personne, comme ceux de citer leur nom. C'est une manière, en fait, parce qu'en fait, nous, les grandes intelligences, nous sommes très peu reconnus, et nous le savons. Et heureusement que vous vous mettez dedans. Mais tout à fait, sinon je ne serais pas dans ce parti politique. Et donc, nous savons que nous n'avons pas à attendre la reconnaissance des gens par rapport à ce que nous valons. Et donc, il faut nous permettre ça de nous jeter des fleurs, des lauriers par moments comme ça. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Les valeurs morales de Johnny Luboya? Les valeurs morales, j'y reviens. Donc, il faut comprendre les origines de son combat politique, de son action. Et pour comprendre cela, il faut analyser son parcours et le combat politique de son grand frère. Christian Madibangi fut l'un des derniers piliers, si pas l'un des derniers bras droits d'Étienne Tshisekedi dans son dernier virage. Et le combat d'Étienne Tshisekedi, qui n'est autre que le père de l'actuel président de la République, est un combat qui a donné comme héritage aujourd'hui à sa progéniture, à son fils, l'actuel président de la République, l'impérium dans ce pays. Félix Tshisekedi, qui est aussi un grand personnage politique dans ce pays, est quand même l'héritier politique d'Étienne Tshisekedi. Et Étienne Tshisekedi, c'est tout un parcours, c'est l'opposition face à un pouvoir sans partage du maréchal Mobutu. C'est la force de la conviction et la parole de vérité face à Laurent Désiré Kabila, qui à l'époque va le reléguer dans son village, et il va l'accepter, et il va rentrer dans son village, il reviendra par la force des choses, parce que le pays à ce moment-là va se rendre compte qu'on avait besoin d'Étienne Tshisekedi. C'est également l'opposition en 2006 à un processus électoral qu'il avait estimé vicié dès le départ. Et donc il avait appelé ses cadres et ses militants à ne pas s'enrôler, à ne pas participer au processus électoral de 2006. Et à ce stade, moi j'aimerais souligner que de mon point de vue c'était une erreur, mais l'homme l'a assumé, il a assumé son erreur, parce que en 2011, le cycle électoral qui a suivi, il s'est enrôlé, il a participé aux élections, alors que les raisons qui avaient motivé sa décision de ne pas participer au cycle électoral de 2006 n'avaient pas disparu. En face, il y avait toujours la personne qu'il estimait être malhonnête, qu'il estimait être un tricheur. Mais malgré ça, il a participé aux élections de 2011 avec le résultat qu'on connaît tous. La victoire de Kabila. La victoire de Kabila et de son parti politique.
À cette période-là, il avait contesté les résultats. Avec le résultat qu'on connaît de cette contestation, Kabila s'était maintenu au pouvoir. L'homme reste égal à lui-même, Étienne Tshisekedi. Voilà, Le pour Sphinx. conclure sur ce sujet, il était resté droit dans ses bottes. Et aujourd'hui, si vous voulez, le résultat de tout son combat, de tout son parcours politique, c'est que son fils est devenu le président de la République. Très bien. Revenons au parti ADPD, parti de cadre, parti mallette, parti à la base. Comment peut-on catégoriser ADPD? Déjà, je voudrais conclure sur le sujet parce que vous m'avez posé la question sur Christian Abadi-Bangui, mais j'ai plus parlé de Étienne Tshisekedi. Oui. En fait, c'était pour illustrer le fait que durant tout ce parcours, durant tout ce combat politique, Étienne Tshisekedi avait à ses côtés un certain Christian Abadi-Bangui. Et c'était une intelligence, comme on a dit. Un téméraire aussi. Un téméraire, un têtu, un audacieux, mais je le définis tout simplement comme une grande intelligence. Et donc, paix à son âme, je lui rends hommage sur ce plateau aujourd'hui parce que nous parlons de lui, c'est une occasion. Il faut saluer en fait le grand homme qu'il était et la grande intelligence qu'il a pu exprimer au travers de différents plateaux et dans différentes circonstances politiques par lesquelles il est passé. Bien. Donc, hommage à Christian Abadi-Bangui. Paix à son âme. Paix à son âme. ADPD, Action du Parti peuple mallette, pour la démocratie. parti de cadre, parti à la base. Sinon, il y a pas longtemps, on apprenait que l'UDPS, qui est l'actuel parti au pouvoir, créerait des partis satellitaires pour l'accompagner aux élections. C'est dans ces contextes que ADPD a vu le jour ou c'est dans un autre? Écoutez, je pense que je viens de m'étaler largement sur le parcours du leader, qui est Monsieur Johnny Luboya Mukadikaba. Je vous ai dit ici qu'il était le jeune frère biologique de Christian Abadi-Bangui. Je vous ai dit ici qu'en fait son parcours politique et son combat étaient liés à celui de son grand frère, qui lui-même était lié à celui d'Étienne Tshisekedi. Bien. Alors si aujourd'hui il faut soupçonner l'ADPD d'être un parti mallette, c'est que l'UDPS d'Étienne Tshisekedi était un parti mallette. Mais je crois que la vérité aujourd'hui s'impose à nous. L'UDPS c'est le parti présidentiel. C'est le parti au pouvoir aujourd'hui et l'ADPD est un parti allié à l'UDPS. Donc je pense qu'en ce qui nous concerne l'ADPD, la question ne se pose même pas et ne mérite même pas que nous puissions nous y pencher. Nous sommes un parti actif sur le terrain. Seulement à Kinshasa ou partout? Nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes une machine politique, une machine idéologique et nous avons l'ambition d'aider le chef de l'État à avoir sa majorité présidentielle lorsqu'il y aura élection dans ce pays. De ce fait, vous enrôlez quand même des gens, il y a des adhésions au sein du parti? Mais elles sont nombreuses. En fait, l'ADPD, l'Action du peuple pour la démocratie, est à la fois un parti de masse et un parti de cadre. Nous avons réussi à créer cet équilibre par beaucoup de stratégies, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Action du peuple pour la démocratie est un parti qui habite les cœurs et les âmes des Congolais qui sont épris du changement, qui sont épris de la démocratie. Les partis politiques en RDC, il y en a assez nombreux. L'ADPD, on dit que c'est un jeune parti pour dire que ça vient d'exister. Quels sont les facteurs de démarcation? Quelle est la spécificité de l'ADPD? Nous existons quand même depuis plusieurs mois. Ça vient d'exister, ça vient pas de sortir. Ça n'empêche pas qu'on parle de facteurs de démarcation. Quelles sont les particularités de ce parti par rapport aux autres partis qui fonctionnent au Congo? La particularité de notre parti, c'est que c'est un parti politique qui mise essentiellement sur l'intelligence, sur l'analyse, sur la projection et l'anticipation des événements. Si bien qu'aujourd'hui, l'ADPD, bien que sociétaire de l'Union sacrée, ne s'empêche pas de continuer à réfléchir et de garder une certaine position par rapport à ses convictions. Je vais vous donner un exemple. Nous venons d'adhérer à l'Union sacrée. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui l'Union sacrée dans son ensemble prépare les élections. Nous préparons également les élections à l'ADPD, à l'Action du peuple pour la démocratie,
Mais nous considérons aujourd'hui qu'il est impossible d'avoir raisonnablement des élections en 2023. Pour la simple et bonne raison que nous avons dans ce pays une guerre à l'Est qui nous frappe douloureusement, que nous appelons une guerre d'agression rwandaise, sous couvert du M23, les terroristes du M23. Et notre analyse au sein de l'ADPD est tout simplement qu'il est incohérent aujourd'hui que pour des responsables politiques, que nous puissions, dans le contexte sécuritaire dans lequel nage notre pays, parler d'élections. Pour nous, c'est inconcevable. Je veux vous donner une image que je distribue à foison sur les autres plateaux de télévision. Vous risquez de vous faire insulter par ceux qui attendent impatiemment ces élections pour interpeller les consciences. Et d'ailleurs, l'image que je vais donner va répondre à ce que vous venez de dire. Il n'y a personne qui peut insulter une telle analyse patriotique. Oui, allez-y, développer. Voilà, donc nous disons ceci. Comment voulez-vous que dans une maison dans laquelle vous avez le père de famille qui est supposé fêter son anniversaire parce que c'est le jour de son anniversaire, et donc il se dit, je dois fêter mon anniversaire parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Mais au même moment, dans la même maison, dans les chambres, vous avez les voisins qui sont entrés dans les chambres, qui sont en train de violer toutes les femmes de la maison. Donc, son épouse, sa petite sœur, ses enfants, ses nièces, là dans les chambres juste à côté, on est en train de les violer par les voisins. Mais lui, il se dit qu'il doit fêter son anniversaire parce que c'est le jour de son anniversaire. Nous disons que c'est inconcevable. Lorsqu'il y a un problème tel que celui-là, on oublie toutes les affaires cessantes, tout ce qui peut impacter le foyer et on règle le problème. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le pays est agressé. Les chambres dont je suis en train de parler, ça se trouve à l'est du pays. Le salon dans lequel le père de famille se trouve, c'est à Kinshasa. Le père de famille, c'est le président de la République. Et donc, pense que le président de la République, je vous renvoie la parole, d'aucuns pensent que le président de la République serait lui-même l'auteur de ces actes que vous condamnez ici et au nom desquels vous demandez qu'on puisse stopper un peu le préparatif des élections et tout ça. Alors les gens disent il faut qu'il parte et il ne peut partir qu'à travers ces mêmes élections. Comme ça, on aura un autre nouveau dirigeant qui pourrait mieux réfléchir pour mettre fin une fois pour toutes à ces désordres. D'accord. Alors par rapport à ce que vous dites, il y a deux choses. La première, c'est que le M23 n'est pas un fait nouveau dans ce pays. On ne peut pas imputer à l'actuel président de la République la responsabilité des actes répréhensibles posés sur le plan sécuritaire par le M23. Pour la simple et bonne raison que le M23 a déjà opéré dans ce pays. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, le M23 était dans le même schéma, dans le même scénario qu'aujourd'hui. À l'époque, nous avions un autre président de la République, ce n'était pas Félix Tshisekedi, nous avions un autre président de la République, et le M23 opérait déjà à l'est du pays. À cette époque-là, on nous avait fait croire que le régime passé avait vaincu le M23. Et nous nous rendons compte aujourd'hui, avec le temps, qu'on n'a jamais vaincu le M23. Donc c'était faux. Mais puisque le M23 aujourd'hui est sur le terrain et il continue de causer mort et massacre à l'est du pays, c'est qu'il n'avait jamais été vaincu. Mais je pense que comme d'autres Congolais, vous avez écouté le son de Willy Ngoma, qui déclarait qu'ils ont été cherchés par le pouvoir en place pour les associer aux affaires congolaises. Oui, de la même manière que nous avons aussi entendu Paul Kagame il y a quelques jours réclamer des portions de terre congolaises. Moi, je pense que en tant que patriote et en tant que responsable politique, nous ne pouvons pas nous appesantir sur des déclarations de terroristes, sur des déclarations de présidents qui semblent devenir fous. En tant que responsable politique, nous avons le devoir de constater que la situation sécuritaire à l'est de notre pays ne nous permet pas aujourd'hui d'envisager des élections. Avant d'aller aux élections que nous appelons tous en tant que patriotes de tous nos voeux, nous avons un problème à résoudre, nous avons un cas de force majeure à résoudre. J'avais parlé de deux choses. La deuxième chose concernant les suspicions dont vous avez parlé sur la personne du chef de l'État, j'aimerais dire que je reviens simplement à l'image que j'ai donnée. Vous voulez dire par là que le président de la République, donc le chef de famille qui est au salon,
a tout simplement lui-même commandité le viol de sa femme, de ses enfants, de ses nièces, dans les chambres de sa maison, pour pouvoir décaler l'organisation de son anniversaire. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Si c'est là il a l'idée pour s'éterniser au pouvoir. En politique, tout est possible. Hein. Un politique, quand il voit les intérêts surtout du pouvoir. Monsieur le journaliste, ce n'est pas un alibi. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler à vous, la presse, le devoir patriotique et moral que vous avez vis-à-vis de cette population. Les propos que vous tenez vis-à-vis du chef de l'État, enfin, vous semblez les reporter d'une autre opinion, mais je pense que de manière morale et patriote, vous avez aussi le devoir, quelque part, de montrer la voie. Est-il vrai ou faux aujourd'hui que le pays est agressé? Et lorsque nous sommes agressés, est-ce que c'est le moment pour un père de famille de fêter son anniversaire ou c'est le moment de régler le problème? Heureusement pour nous, ce sont des politiques comme vous que nous recevons qui tiennent pareille déclaration. Alors, vous avez bien dit que nous puisons de... Oui, poursuivez. Alors, je compare en fait l'élection à une fête. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour avoir travaillé auprès du feu Malou Malou, ancien président de la CEI, décédé aujourd'hui. CEI à l'époque. CEI et CENI, parce qu'il a fait 2 mandats. Ah, oui, il est décédé lors de son deuxième mandat. Et c'est lors de son deuxième mandat que j'ai eu à travailler avec lui. Je lui rends également hommage en passant, parce que j'évoque sa personne. Le président Malou Malou me disait toujours, Xavier, organiser une élection n'a rien de mystérieux. Organiser une élection dans ce pays, c'est comme organiser une fête. Lorsqu'on veut organiser une fête, on a besoin de savoir combien d'invités on attend à cette fête. C'est ça l'enrôlement. Lorsqu'on a le nombre d'invités, on a maintenant la possibilité d'organiser la logistique par rapport au nombre d'invités. Ça veut dire, si on a 1000 invités, on va chercher une salle où on peut contenir 1000 invités, on va chercher des tables, on va chercher des chaises. C'est ça la logistique électorale, la cartographie. Et donc, organiser une élection en RDC, pour le feu Malou Malou, c'était comme organiser une fête. C'est comme ça qu'il le prenait. Et donc, je suis resté avec cette image-là. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons élection, moi, je vois l'organisation d'une fête. C'est une fête qui consacre, si vous voulez, qui célèbre la démocratie. Et donc, cette fête-là, nous en voulons tous parce que, surtout nous, à l'ADPD, qui sommes l'Action du peuple pour la démocratie, vous pensez bien qu'une fête qui consacre la démocratie, nous en voulons de tous nos voeux. Mais le problème ici n'est pas celui-là. Le problème est plutôt de comprendre et de faire comprendre que nous ne pouvons exprimer le vœu de nous donner à cœur joie à une fête pendant que dans le même moment, nous sommes agressés. Pendant qu'au même moment, on viole nos femmes, on viole nos sœurs, on viole nos compatriotes à l'est du pays. C'est totalement irresponsable. Voilà pourquoi, il y a quelques mois déjà, l'ADPD avait lancé un appel patriotique à la classe politique pour que nous puissions regarder dans le même sens. Nous avons un danger qui nous guette tous. Cette guerre d'agression rwandaise aujourd'hui, c'est une guerre que nous avons déjà vécue dans le passé. Dans le passé, nous avons eu un mouvement insurrectionnel mené par l'AFDL, qui était également soutenu par le Rwanda, et c'est ce qui avait fait basculer le régime du maréchal. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous ne sommes pas à l'abri d'un pareil scénario. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette guerre est en train de multiplier le nombre de victimes. Mais les victimes dont nous parlons ici, ce sont nos compatriotes. Nous ne pouvons pas être insensibles à la peine et aux souffrances de nos compatriotes parce que nous avons des ambitions politiques. Nos ambitions politiques sont de gouverner ce pays. Nos ambitions politiques, mais j'aimerais terminer. Vous parlez tellement bien, je pense que les Congolais qui vous suivent sont déjà d'accord et contents de ce que vous avez apporté comme proposition. Mais j'aimerais terminer. Est-ce que si cette guerre mon rôle sur ce plateau persiste, n'est pas de faire plaisir aux gens, mais d'exprimer une idée. Et donc j'aimerais terminer celle que j'avais. Je réfléchis à la place de ce peuple pour vous demander si cette guerre, on ne le souhaite pas, mais si jamais elle persistait pendant 5 ans, 10 ans encore, c'est-à-dire on n'aura jamais d'élection en RDC. Comme ça, vous allez compléter votre... Très bien.
Donc j'étais en train de dire que nous ne pouvons pas, nous politiques, sacrifier ces populations que nous voulons gouverner demain au nom de nos ambitions politiques. Nous avons plutôt le devoir de régler le problème qui frappe nos compatriotes et puis de penser aux élections après. Par rapport à la question que vous venez de poser, permettez-moi de répondre à votre question par une question. Aujourd'hui, l'Ukraine, qui fait l'objet, elle, d'une agression russe, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir combien de temps va prendre la guerre leur imposée par la Russie et quand est-ce qu'ils vont organiser les élections? Pour votre information, les élections en Ukraine sont prévues normalement, de par leur constitution, pour 2024, donc dans quelques mois. Mais pensez-vous sincèrement qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se pointer en Ukraine et poser la question à Zelensky, quand est-ce que tu vas organiser les élections? Ça n'a pas de sens. Donc ici, nous devons tous comprendre que nous sommes exactement dans le même contexte que l'Ukraine. La seule différence, c'est que les médias du monde se sont mobilisés pour parler de l'agression russe en Ukraine. Mais nous, ici, ce que l'Ukraine vit aujourd'hui, ça fait 20 ans que nous vivons ça dans ce pays et personne n'en parle. Alors si nous-mêmes nous en parlons pas, nous ne devons pas attendre que d'autres personnes le fassent parce qu'ils ne le feront pas. Nous avons, nous, le devoir politique, nous avons, nous, le devoir congolais et patriotes de ce pays, de parler de ce qui se passe, de dénoncer ce qui se fait à l'est de notre pays. Et c'est ça la vision de l'ADPD aujourd'hui. Et si le président de la République était une autre personne que Félix Tshisekedi, les discours seraient les mêmes ou la proposition serait la même? Je vais vous dire que notre discours n'est pas taillé sur mesure d'un individu. Notre discours est taillé sur la mesure de la République, de notre pays. Notre discours n'est pas politique. Notre discours, il est patriotique. La nation est en danger. Il faut sauver la nation. Nous ne pouvons pas aller dans une distraction qu'on appelle aujourd'hui élection, une fête, pendant que le pays est en danger. Nous en appelons à la responsabilité des Congolais, à la responsabilité de la classe politique congolaise. Nous devons résoudre le problème de l'insécurité à l'Est en priorité. On passe par un dialogue. Mais ce dialogue dont vous parlez, il nous servirait à quoi aujourd'hui? À faire accepter toutes les parties prenantes au jeu de la démocratie cette proposition qui paraît amère au début. Je vous le dis que ce n'est pas une proposition, c'est une évidence, c'est une fatalité. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun politique qui peut prétendre ne pas se sentir concerné par l'agression rwandaise à l'est du pays. Si nous sommes Congolais, si nous sommes patriotes, donc nous sommes affectés par ceux qui touchent nos compatriotes de l'est du pays. Aucun responsable politique ne pourra me contredire là-dessus. Et si nous nous sentons concernés par la souffrance de nos compatriotes, je pense que nous avons le devoir de prendre en charge le problème qui frappe nos compatriotes à l'est du pays, bien que nous soyons pour la plupart à Kinshasa, siège des institutions, ce qui est normal, mais nous avons le devoir de prendre en considération la souffrance de nos compatriotes de l'est du pays. Et ce faisant, nous pouvons exprimer une certaine désinvolture, un certain désintérêt vis-à-vis de la souffrance de nos compatriotes pour ne nous focaliser que sur nos ambitions politiques. Parce que vous allez être député, sénateur, député provincial demain, mais pour gouverner quel peuple? Un peuple qui est en train de mourir chaque jour, qui se fait violer? Ça n'a pas de sens. Réglons d'abord le problème de l'insécurité à l'est du pays. C'est ça la priorité. Bien. ADPD a signé la charte de l'Union sacrée, c'est ça? ADPD sera au stade des Martyrs le samedi 29 à l'occasion de la sortie officielle de l'Union sacrée. C'est encore ça. Cette Union sacrée, à quoi ça vous inspire? L'Union sacrée est une plateforme politique et électorale. Je vous l'ai dit dans l'introduction de l'émission que bien que l'ADPD ait signé la charte de l'Union sacrée, l'ADPD se réserve le droit de garder sa vision. La vision de l'ADPD aujourd'hui, je ne cesserai jamais de le dire, c'est que nous avons une priorité en tant que pays, c'est de résoudre la crise sécuritaire à l'est du pays. C'est une priorité. Alors, en tant que parti politique qui soutient le chef de l'État, qui soutient son mandat, qui soutient sa candidature lorsqu'il y aura élection, le cadre aujourd'hui, c'est celui de l'Union sacrée. Il vous souviendra que l'Union sacrée
c'est l'inspiration du chef de l'État au sortir des consultations nationales. Il en est le visionnaire. Et nous, l'ADPD, nous soutenons Félix Tshisekedi. Nous soutenons son mandat, nous soutenons sa candidature lorsqu'il y aura élection. Donc pour nous, il est une évidence que le cadre approprié pour exprimer notre soutien au chef de l'État, c'est l'Union sacrée. Mais nous n'allons pas non plus nous dépouiller de tout ce qui est vision, de tout ce qui est idéologique à l'ADPD pour nous retrouver comme des moutons au sein de l'Union sacrée. Nous avons l'ambition, la vision de garder notre identité, de garder nos convictions et de les exprimer dans un cadre approprié que nous pensons être aujourd'hui l'Union sacrée. Vous avez dit sur ce plateau que l'ADPD est un parti qui prône l'intelligence, les valeurs patriotiques. Cependant, l'on reproche l'Union sacrée aujourd'hui par la signature de sa charte de violer les lois de la République, entre autres parce que il y a cumul de responsabilités. Ce sont des responsables des institutions du pays qui se retrouvent encore comme chefs des organes composant l'Union sacrée. Vous ne voyez pas que vous vous embarquez dans une histoire qui a peu de valeur en termes de respect des lois ou des textes. Pas du tout. Il faut comprendre que l'Union sacrée aujourd'hui a en face d'elle une opposition, et ce qui est normal parce que c'est ça qui donne la respiration démocratique. Et donc il ne fallait pas s'attendre à ce que le monde entier applaudisse des deux mains à l'annonce de la sortie officielle de l'Union sacrée. Ce sont des critiques qui du reste sont normales pour nous, mais ça ne reste que des critiques. Je pose la question également, à l'époque où nous avons eu dans ce pays MP, ANP et FCC, il vous souviendra qu'à l'époque de l'ANP, le coordonnateur de l'ANP était en même temps le président de l'Assemblée nationale. Ça n'avait pas posé problème. Alors, je me dis, pourquoi faire deux poids, deux mesures? Si à l'époque, les mêmes qui nous critiquent aujourd'hui, qui critiquent cet état des choses, avaient accepté cela et avaient fonctionné de cette manière-là, pourquoi aujourd'hui nous faire un tel procès? Ça n'a pas de sens. Donc, nous le prenons tout simplement dans le sens de la critique. Et nous disons que c'est de bonnes guerres. Nous sommes en politique, c'est des coups bas. La politique est aussi faite de cela. Très bien. Prenons notre chapitre. Vous êtes membre de l'Union sacrée. Cette Union sacrée est reprochée d'avoir mal géré le pays, de ne pas avoir un bilan positif. Mais comment allez-vous défendre une telle plateforme? Je peux citer quelques petits exemples. Le dollar qui était à 16 à l'entrée de Félix Tshisekedi est à 23 aujourd'hui. Il y a même des rapports internationaux qui attestent que le budget de 16 milliards de dollars n'est que farfelu. Il faut revenir à 3 milliards. Il y a vraiment beaucoup de choses que le peuple n'a pas partagées avec le régime qui nous a gérés. Vous irez en campagne avec quel discours? Je crois que l'heure du bilan n'a pas encore sonné. Nous avons un bilan à présenter. Le bilan parce qu'en fait, le bilan de l'Union sacrée, c'est le bilan du mandat du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas resté bras croisés pendant les 4 années qui viennent de s'écouler. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a les réformes sur l'agriculture. Vous savez que le chef de l'État a toujours prôné, avec les mots qui sont les siens, la revanche du sol sur le sous-sol. Quand il dit cela, en fait, il fait allusion au fait que nous avons le devoir de diversifier notre économie, qui est essentiellement minière aujourd'hui, basée sur les mines, sur l'exploitation des mines, et que la vision du chef de l'État dans ce domaine, c'est que il faudrait que l'agriculture aussi puisse prendre le dessus. Il y a des réformes qui ont été entreprises pour aller dans ce sens-là. D'ailleurs, dans ce secteur, il faut se souvenir que l'actuel président de la République est venu trouver un fiasco sur cette question qu'on appelle le Bukangalunzu. Bukangalunzu, je le sais parce que j'ai eu à comparer avec ce qui s'est fait dans d'autres pays. Au Gabon, par exemple, le président, le gouvernement du Gabon avait décidé il y a quelques années
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et ils avaient lancé un vaste programme agricole qu'ils ont appelé le programme Graines. Ils ont créé une entreprise qu'on appelle Sotrader. Et Sotrader, en fait, si vous voulez, c'est l'équivalent de Bukangalunzu. Mais chez eux, ça a bien marché parce que les gens ont été sérieux. Les gens ont été tellement sérieux qu'ils ont atteint un certain niveau, au Gabon, ils ont atteint un certain niveau, un certain degré d'autosuffisance alimentaire, si bien qu'aujourd'hui, le Gabon cherche à exporter non seulement son expertise et son expérience dans le domaine, mais également la logistique qu'ils avaient acquise pour développer ce programme. Et je vous en parle avec aisance parce que nous avons eu à accueillir une délégation de la Sotrader ici en RDC pour traiter de cette question-là. Et lorsqu'on leur parle du fiasco que nous avons eu ici par rapport à Bukangalunzu, ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce que nous avons, selon eux, et nous le savons également, tous les éléments qui peuvent nous permettre d'atteindre une autosuffisance alimentaire. Alors, qu'est-ce qui a manqué à ce pays pour que Bukangalunzu, ce projet, ambitieux au départ, tel qu'il était présenté, puisse connaître la fin tragique qu'il a connue? Alors, ce sont les choses que le président de la République cherche à corriger. Parce qu'en fait, au finish, ceux qui ont payé les pots cassés de ces détournements, de cette mégestion, c'est la population congolaise. Et le chef de l'État, en tant que patriote, en tant que fils de ce pays, je fais un petit clin d'œil à Noël Tchani, de père et de mère, en tant que Congolais de père et de mère, c'est une personnalité politique qui a le souci du bien-être de ses compatriotes. Et tout son combat depuis qu'il est arrivé au pouvoir vise à améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Voilà pourquoi la gratuité de l'enseignement, voilà pourquoi les réformes dont je vous ai parlé, voilà pourquoi l'ambition d'atteindre un budget de 16 milliards. Vous en parlez avec dérision, le FMI, la Banque mondiale. Bon, d'abord, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce pays n'est pas dirigé par les institutions de Bretton Woods. Nous avons un gouvernement qui a présenté un budget à l'Assemblée nationale. Ce budget a été adopté par les deux chambres. Et donc, aujourd'hui, s'il s'avérait qu'effectivement, que pour une raison ou pour une autre, nous ne puissions pas atteindre la hauteur du budget que le gouvernement s'est fixé, mais il y a ce qu'on appelle le collectif budgétaire, le rectificatif. Donc ce n'est pas un problème, mais je pense qu'il appartient au gouvernement de constater lui-même qu'à ce stade, nous sommes arrivés à un niveau où nous serons dans l'impossibilité d'atteindre nos assignations et nous allons revoir à quelle hauteur nous allons soit augmenter, soit réduire nos prévisions budgétaires. Xavier Malutama, nous sommes vraiment à la fin de l'émission, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant évoquer une question qui a une importance à ne pas mettre en doute aujourd'hui dans notre pays. C'est la question relative à la loi qu'on appelle la loi Tchani, loi des pères et de mères. En tant que parti politique, je pense que vous vous êtes déjà réunis pour réfléchir sur cette loi et quel est l'avis que vous donnez par rapport à la loi Tchani qui pose problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour compléter ma question, vous avez entendu qu'au niveau du Katanga, Christian Mwando est monté au créneau pour dire si cette loi est votée, le Katanga devra se retirer de la carte de la République démocratique du Congo. Ça vous dit quoi tout ça? C'est quoi votre point de vue? On va chuter par là. Le point de vue de l'ADPD sur la loi Tchani est que c'est un bon projet de loi. Tous les pays du monde cherchent à se protéger par rapport aux intérêts de leur pays. La loi Tchani dit simplement que pour accéder à certaines fonctions régaliennes, il faut être né congolais de père et de mère. Mais je ne vois vraiment pas où est le problème. Nous avons réfléchi parce que vous m'avez posé la question. Aux États-Unis, par exemple, vous savez que Obama, pour être président aux États-Unis, il a fallu qu'on aille dénicher son acte de naissance parce qu'en fait, le verrou aux États-Unis, même les Américains ont verrouillé,
pour pouvoir occuper cette fonction-là, il faut être né sur le sol américain. Et donc, les services à l'époque avaient été dénichés l'acte de naissance d'Obama, comme il était né sur le sol américain, ça lui donnait la possibilité de postuler à ce niveau-là. Donc ce n'est pas un problème. Moi, je pense que le pays est plus important que les individus. Alors, ce qui importe à l'ADPD aujourd'hui, c'est le pays. Ce n'est pas un individu. Si certains partis politiques ont placé leur dévolu sur un acteur politique qui ne répond pas aux critères du pays, mais ils ne doivent pas porter cet individu au-dessus des intérêts du pays. Nous devons rester des patriotes. Et que dire à ceux qui sont contre cette loi? Non, le débat est ouvert. Il n'y a pas de problème à être contre cette loi. Il n'y a pas de problème non plus à être pour cette loi. Mais nous constatons simplement chez nous à l'ADPD que beaucoup de pays, et même des pays voisins, ont pratiqué eux-mêmes certains verrous. Pourquoi ça devrait poser problème chez nous? La RDC, en tant que pays, en tant qu'État, a le droit également de placer certains dispositifs qui sécurisent le pays. Parce qu'en définitive, l'objectif de cette loi n'est pas d'écarter certains acteurs politiques, mais de protéger le pays. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Xavier Manoutama, c'était toi notre invité d'aujourd'hui, l'émission à la fin. Vous êtes secrétaire général adjoint d'un parti politique. Je ne pense pas que vous manquiez un message particulier à adresser aux Congolais qui nous suivent. Alors je vous accorde ces luxes en 1 minute. Regardez la caméra, passez votre message. Le luxe, non, je dirais plutôt cette faveur et je vous en remercie. Le message de l'ADPD aujourd'hui s'adresse particulièrement aux populations de l'Est du pays qui sont victimes de la guerre nous imposée par le Rwanda et le M23. Le président Johnny Luboya demande à la population, à nos compatriotes de l'Est du pays de tenir bon, de garder espoir en un Congo meilleur. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui prend toute la mesure de la situation sécuritaire et de toutes les menaces qui pèsent sur cette partie du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui un gouvernement qui a qui a modifié son architecture en élevant le ministère de la Défense au rang de vice-primature, avec tout ce que cela a comme conséquence. Donc c'est pour dire que l'actuel gouvernement prend en charge cette dimension de guerre, parce que nous sommes un pays en guerre. Et donc, Johnny Luboya, le président national de l'ADPD, encourage toute la population à soutenir nos institutions, à tenir bon et à faire face à notre ennemi, à nos ennemis qui sont le M23, qui sont le gouvernement du Rwanda. Nous leur demandons de tenir bon parce que nous gagnerons cette guerre. Ils peuvent être convaincus de cela. Nous gagnerons cette guerre. Nous la perdrons. Merci beaucoup. Il a partagé ce plateau avec nous. Je le disais, Xavier Manoutama, nous lui disons un grand merci. Merci à vous, peuple congolais, qui nous avez suivis. Merci à toute la grande équipe technique de Télé Plus qui nous a accompagnés à avoir une belle recette dans cette émission. Merci Xavier d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. C'était la première fois que j'étais invité. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous savons à Kinshasa que la plupart des rédactions ont des tendances. Non, c'est ça, il faut se séparer. Vous avez vraiment la garantie que vous reviendrez plusieurs fois. C'est votre espace. Je m'envoie ravi et je reviendrai dès que je serai appelé. Très bien, merci. Bye bye.